Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous avoir avec nous sur ce plateau à la rencontre de ces talents monstres qui font étinceler le territoire un peu partout dans le monde, qu'il a fait trembler dans un sprint légendaire pour remporter une médaille d'or au JO de Sydney avant de vouer sa science de l'aviron aux jeunes générations à l'autre bout de la planète. Eux, c'est la France qu'ils vont secouer à travers le petit écran et avec leur création folle en Lego, candidat dans l'émission déjà culte d'M6. Et sans vouloir battre des records, vous pourriez faire des erreurs en entretenant votre forme physique pendant l'été. Et quand il fait très très chaud, il faut rester prudent quand on veut faire de l'exercice. Kevin, notre coach sportif, va tout nous dire dans un instant. Bienvenue Kevin. Bonjour Lucille. Ça va? On transpire, on a encore chaud? On transpire pas mal en ce moment, mais on va voir quelques méthodes pour bien faire du sport. Ah, ouf, parce qu'on a tendance finalement à se laisser aller quand il fait très chaud. On peut se maintenir en bon état de forme, même quand les températures frôlent les 40 ou les dépassent. Et pour retrouver un esprit sain dans un corps sain, que vous avez déjà tous ici sur ce plateau, l'esprit, le savoir, la technique, l'imaginaire, la résistance à la pression, il leur faut bien tout ça pour tenir toute une saison de Lego Master. Peut-être. Bienvenue Aurélien. Bonjour. Et Alexis. Bonjour. Merci d'être avec nous, Lego Noblois comme on dit. Vous êtes fous de Lego, candidat dans la 5e saison de l'émission à succès d'M6 dès le mois de juillet. Vous n'allez pas tout nous raconter, vous n'avez pas le droit, mais vous allez voir, on va tout faire pour en savoir un petit peu plus. Et donc, il n'y en a qu'un, sachez-le, et c'est lui, le seul champion olympique grenoblois en 2025. Il s'appelle Xavier Dorfman. Bienvenue. Bonsoir. Oui, alors plein de petites... Alors, vous êtes natif, pas de Grenoble, hein, c'est ça Xavier? Non, un petit peu loin, de Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air. Ensuite, vous avez habité La Tronche ou Coran, plus exactement. Mais bon, on va dire le grand bassin grenoblois. Xavier Dorfman, vous êtes champion olympique d'aviron. On y va tout de suite. Regardez, on va regarder dans le rétro 25 ans en arrière. C'était à l'autre bout du monde, hein, au Sydney International Regatta Center, sans l'accent. C'était le 24 septembre 2000 à 9h10, heure locale. Il a fallu attendre 48 ans pour voir enfin un bateau couronné d'or aux Jeux Olympiques. L'image qui symbolise à la fois l'effort, on l'a vu, la gagne et l'attente donc d'un titre depuis 1952. Laurent Porchier, Jean-Christophe Bett, Yves Ocdet et vous, Xavier Dorfman. Alors, je ne sais pas si on peut revoir la photo, là, d'ailleurs, la première, cette première photo. Vous étiez 4 rameurs en poids léger. Vous êtes le premier là devant, dans une finale ultra serrée au coude à coude avec les Australiens. Vous étiez, on appelle ça comment, le chef de bateau, Chef de nage. Chef de nage. En premier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barreur sur votre bateau, mais c'est vous qui menez la cadence? Alors oui, effectivement, donc je tourne le dos à mes coéquipiers, donc j'ai un petit peu la responsabilité de rythmer. Bon, à ce niveau-là, tout le monde a bien ses 25% de responsabilité et s'engage quasiment de la même façon. Après, la petite spécificité, c'est qu'effectivement, avec le pied droit, il est tenu que sur un axe, sur l'avant du pied, donc avec une rotation qui me permettait d'actionner le gouvernail pour corriger, pour être sûr qu'on restait bien au milieu du couloir. Ah, il y a une subtilité technique qui fait que vous restez le chef de nage. Bon, cette finale, c'était au coude à coude avec les Australiens. On peut le voir, ils étaient chez eux, dans leur bassin. Vous les avez battus dans les 500 derniers mètres, dans un sprint complètement explosif qui a tenu la France en haleine à 1h du matin. Alors, on n'a pas la course, mais on a la cérémonie avec les Danois qui complètent le podium devant les Australiens. On vous voit encore très fatigué. C'était juste après la finale, ça? Oui, c'est une des particularités de l'aviron. Donc la remise protocolaire ça a dû se faire 10 minutes après la course. Et vous pouvez le voir sur les images, il n'y a pas de podium. On est tous au même niveau. C'est symbolique pour nous, c'est important. Alors, vous avez l'air encore hagard. Pourquoi encore? Je pense que c'est le poids des émotions. Parce qu'on prend conscience de ce qui est en train de se passer. Après toutes ces années d'entraînement, d'en arriver là, c'est un moment fort.
C'était presque trop beau finalement. C'était des conditions complètement idéales. Battre les Australiens ici chez eux, devant leur public, c'était fou. On n'avait jamais réussi à gagner le championnat du monde, donc se retrouver champion olympique, c'était quand même quelque chose. Enfin, c'était presque une idée sacrée. Et il ne fallait pas trop y penser, mais le jour où ça arrive, c'est sûr que c'est fort en émotion. Oui, surtout c'était dans les 500 derniers mètres. J'irais même les 50 derniers mètres. 50 oui, on les a vraiment passés à la fin. Ouais. Ça, oui, vraiment, complètement. C'est complètement fou. Là, je reviens sur ce podium. Aujourd'hui, c'est longtemps. Là, vraiment, vous êtes un peu les bras presque ballants en train de vous demander ce qui se passe. C'est quand même un peu dingue. Aujourd'hui, les cérémonies se passent longtemps après. Même pour l'aviron, ça doit se produire tout de suite après la course ou on l'a vu au JO de Paris, c'était bien plus tard, voire le lendemain? Non, c'est toujours. Alors, par contre, il y a un petit changement, c'est que là, on est en tenue de compétition. Alors que aujourd'hui, sur les Jeux de Paris, les athlètes ont le temps de se mettre en survêtement officiel pour la cérémonie, mais elle se fait rapidement après les courses. Ça reste d'actualité. Hein. D'accord. Et puis c'est marrant, ce qui reste d'actualité, c'est de vous voir ici à côté des Australiens, mais on va en parler dans un petit instant. On peut verser encore une petite larme, j'imagine, en revoyant cette Marseillaise. Alors là, tout était sublime. On se souvient aussi, vous étiez tout jeune marié. Quelques jours avant, vous épousiez Bénédicte, qu'on embrasse d'ailleurs, et qui était aussi sur les Jeux d'ailleurs. On pense à quoi? À la famille à ce moment-là? Qu'est-ce qui passe dans la tête de cette Marseillaise? On vous voit chanter malgré tout, mais très très ému. En fait, une petite anecdote, l'Australien qui est à ma droite, en fait, c'est le parrain de notre fille. Et donc, Clélia. Voilà, Clélia. Grâce au sport, on a appris à se respecter les uns les autres, à vivre des grandes aventures et de se retrouver là, en Australie, de battre les Australiens chez eux sur leur territoire, c'était pas facile. C'était vraiment dur. Et à la fin de la cérémonie, il m'a dit j'ai une faveur, je voudrais. Et donc je lui ai dit oui, bien sûr. Il m'a dit j'aimerais offrir mon bouquet de fleurs à ta femme. Je lui ai dit ça c'est la meilleure des idées. Et donc je lui ai dit est-ce que je peux offrir mon bouquet à tes parents? Donc sa maman était pas loin dans les tribunes jaunes. Et donc lorsqu'on a été libéré de la cérémonie, en fait Simon est parti droit offrir son bouquet à ma femme qui était pas loin. Et moi j'ai foncé sur les gradins australiens, donc il y avait un homme bleu au milieu de tous ces jaunes, verts. C'était de très beaux moments. Elle existe, l'image, mais on ne l'a pas retrouvée, mais c'est vrai qu'on s'en souvient à cette époque-là. D'ailleurs, on le voit lever votre bras à la fin de cette Marseillaise, d'ailleurs, ce garçon australien. On parlait beaucoup de la famille, bien sûr. Votre papa, qui était rameur en équipe de France, junior, je crois, dans les années 60. C'est lui qui vous a embarqué dans cette aventure? Oui, c'est lui qui m'a fait découvrir ce sport, parce que on a grandi au Maroc, et l'aviron n'existait pas au Maroc. Il m'en avait jamais parlé. Jamais? Et non, jamais. C'était pas ça n'a jamais été quelqu'un qui parlait beaucoup. Il envoyait des messages, mais sans parler énormément. Et un jour, il me dit tu devrais essayer l'aviron, ça va te plaire. Ça te correspond bien, ça devrait te plaire. Et donc, voilà, c'était le début de l'aventure. Et je les remercie aujourd'hui, bien sûr. L'aventure qui allait mener à c'est un joli écrin, une petite bulle, cette médaille. Voilà, elle est toujours là, belle médaille d'or. Oui, beaucoup disent que vous pouvez la mettre au cou, puisqu'on est champion olympique un jour et pour toujours. Mais bien sûr, moi j'ose pas la toucher, bien sûr. Elle est très belle en plus, cette médaille avec des jolies couleurs. Oui, c'est vrai, parce que je me souviens peut-être 1 ou 2 ans après, vous m'aviez dit qu'une médaille olympique, ça change la vie. Alors, est-ce que ça change la vie dans les mois et les années qui suivent, ou est-ce que véritablement ça change le parcours d'une vie? Je pense que ça agit une grande partie de moi. Et donc de ce côté-là, oui, effectivement, ça change. Après, on se retrouve avec 2 formes d'identité. Il y a une identité où on est champion olympique, et puis une autre identité où c'est, on va dire, plus privé, c'est je suis Xavier. Et on a envie de rester Xavier aussi. On a existé avant, on a envie d'exister après, et ça, on n'a pas envie que ça change. Pour les gens, ça peut changer? Pour vos copains qui étaient au lycée du Grésivaudan, par exemple, avec vous, ou pour ceux qui vous ont connu Je pense que pour eux, ils préfèrent retrouver le Xavier qu'ils connaissaient. Je pense que, voilà, après, effectivement, je mets rarement en avant mon palmarès sportif, et c'est vrai que lorsque les gens savent que je suis champion olympique, les échanges changent un petit peu. Surtout que il reste vous, dans le bassin grenoblois, sans mauvais jeu de mots bien sûr, mais vous êtes le seul
aujourd'hui, champion olympique, il y a Jeannie Longo, qui est grenobloise, qui est une femme et qui était champion olympique du contre-la-montre en 1996 à Atlanta. Vous le saviez pas vraiment finalement. Alors il y a des champions paralympiques également. On se souvient David Smetanine ou Florian Joigny, on a des beaux champions paralympiques également pour les Jeux olympiques. Il n'y en a pas d'autres. Comment vous l'interprétez, ça, vous le ressentez? Je ne me suis jamais posé cette question, sincèrement. Je vous l'apprends. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup de bonheur et de satisfaction. Et j'ai hâte et je souhaite que d'autres Grenoblois connaissent et vivent les mêmes émotions. Donc il y a eu des belles médailles, entre autres en aviron aussi, avec Laura. Bien sûr. Voilà. Et d'autres à venir? Et il faut que Grenoble reste une ville de sport. Il y a des projets olympiques en devenir dans les Alpes et il faut encourager tous ces jeunes à pratiquer. Oui, bien sûr. Alors là, voilà, Laura, ça nous fait encore bizarre de revoir ces masques que vous avez bien connus, Xavier, à Tokyo notamment. Mais ce club de l'aviron grenoblois, donc on vient de voir Laura Tarantola et Emma Lunati aussi, qu'on va revoir en course tout à l'heure. Alors, c'est ici, au pont d'Oxford, que se tient la base nautique de l'aviron grenoblois. Il y a également la base de l'île Verte. Vous habitiez donc au-dessus. C'est un club, votre club de formation, un des plus vieux clubs à Grenoble et même en France. Il date de la fin du 19e siècle, cet aviron grenoblois, et c'est même un des plus titrés de France et de Grenoble. Tout à fait. Et l'aviron est un sport de tradition qui transmet des valeurs. Et voilà, je suis toujours très heureux. Je continue à suivre les résultats et à suivre les athlètes. Et Emma Lunati, qui est récemment médaillée d'argent en Coupe du Monde, c'était le week-end passé. Oui, c'est ça, à Lucerne. Voilà, que l'aventure continue. On la voit ici, Emma Lunati, ça c'était au JO de 2024, 5e place. Elle était très honorable, c'est d'ailleurs le meilleur classement. Vous étiez champion olympique, vous n'étiez pas les seuls d'ailleurs. Il y avait eu 2 bateaux qui avaient été médaillés d'or à Sydney. Ici, pas de médaille en 2024, alors ni pour l'aviron grenoblois, ni pour l'aviron tout court. Comment ça se fait? Est-ce que ça veut dire que c'est devenu plus concurrentiel aujourd'hui, encore plus Je pense que l'image résume bien. Après 2000 mètres de course, quand on voit les arrivées aussi serrées, ça se joue à quelques détails près et effectivement c'est... Ça c'est Laura Tarantola. Donc c'était à Tokyo. Au Tokyo. Ces images datent de Tokyo où elles font la médaille d'argent. Donc elles avaient, pendant de nombreuses années, elles avaient terminé 4e. Et voilà, cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques, c'est la plus belle des récompenses pour ces athlètes. Ouais. Avec Claire Beauvais, et ça se voit, il y avait une joie absolument magnifique. Ou est-ce juste la roue qui tourne et qu'on retrouvera à Los Angeles dans le bon sens pour les Français aussi? C'est pas une question de génération, c'est une question de détail. Il y a un travail énorme à fournir en amont de la part de la fédération, de la part des clubs. Ça doit travailler en symbiose. De plus en plus, et je me rends compte aujourd'hui, parce que je suis en Australie, la détection des jeunes talents, il y a tout un programme. Une médaille olympique, une médaille comme ça, c'est une dizaine d'années de travail. Oui, alors par la suite, vous avez pris un grand virage, puisque de l'aviron grenoblois à Aiguebelette, vous êtes parti au pays du soleil levant. Alors là, on revoit, ça ce sont des images d'un reportage de France 3 qui vous avez retrouvé à Aiguebelette à l'époque, mais avec l'équipe du Japon. Pourquoi avoir relevé, on peut le dire aussi, ce défi du Japon pendant une dizaine d'années? C'était dans la perspective des JO de Tokyo? Oui, lorsque je les ai contactés, après j'avais vraiment, à la fin de ma carrière d'athlète, je savais qu'un jour je reviendrais en tant qu'entraîneur. C'est quelque chose qui m'avait toujours passionné, mais qu'il me fallait du temps, il fallait que je prenne du recul. J'ai passé de nombreuses années en équipe de France et j'avais besoin de prendre mes distances. Et je pense que c'était vraiment quelque chose d'important. Le statut d'athlète et le statut d'entraîneur sont des rôles complètement opposés. Quand on est athlète, on pense qu'à soi toute la journée. Quand on est entraîneur, on pense aux autres toute la journée, mais on ne pense pas à soi. Et donc ça prend du temps, il faut mûrir, il faut apprendre, il faut se remettre en question. Donc voilà, toutes ces années à entraîner au club d'Aiguebelette, ça a été très formateur et j'en garde d'énormes souvenirs avec les jeunes. Et lorsqu'on a organisé les championnats du monde en 2015, justement à Aiguebelette, c'était le moment. J'atteignais mes 40 ans et il était temps de se relancer des nouveaux défis. Et prise de contact avec les Japonais en leur proposant mes services, sans savoir si vraiment ça allait fonctionner. Et puis c'était une période où ils allaient vraiment pas bien, les résultats étaient pas bons.
Et je suis resté 9 ans au Japon. Voilà, grande aventure, une aventure extraordinaire, un pays fantastique, tellement différent sur tous les points de vue. Et avec les JO de Paris pour boucler cette boucle du pays du soleil levant, pas de médaille, mais déjà une présence. Rien n'a été simple à ces JO de Paris 2024 pour vous. En tout cas, avec le Japon. On parlait de votre fille, Clélia, tout à l'heure. Elle a ramé également. Oui, elle a décroché quelques titres de championne de France. Voilà, tout à fait. Et alors, nouveau défi, depuis l'automne dernier, la fin de l'été en tout cas, c'est l'Australie. Puisque, alors vous avez juste descendu un petit peu voilà. Changer d'hémisphère. C'est ça, changer d'hémisphère. Pas vraiment de côté, voilà, mais d'hémisphère. Voilà. Et ça, cette fois-ci, est-ce que c'était un clin d'œil au JO de Sydney, à votre médaille 25 ans après, pratiquement? Ou est-ce que c'était encore une fois la perspective des JO qui s'annoncent à Melbourne en 2032? Il y a cette idée, bien sûr, derrière la tête. Et après, il y a les relations que j'ai toujours eues avec ces athlètes quand j'étais beaucoup plus jeune. Toujours des Japonais, toujours bienveillants, souriants. Voilà, on a envie d'en découvrir un petit peu plus. Et puis l'Australie, parce que voilà, c'est une des plus grandes équipes d'aviron au monde. C'est une énorme structure avec énormément de moyens. C'est ce qui me manquait au Japon. Et je suis le plus heureux des entraîneurs aujourd'hui. Je redécouvre plein de choses. Un encadrement professionnel extraordinaire dans tous les aspects de la performance. Enfin, c'est une nouvelle aventure qui commence, juste fantastique, fabuleuse. Il y a les garçons, les filles. Alors moi, j'entraîne chez les filles. Il y a deux pôles permanents à l'année, 2 centres d'entraînement permanents. Hein, donc c'est vraiment pro, on y est tout le temps. Et là, on sort d'une Coupe du Monde à Lucerne. On a 29 athlètes médaillés en Coupe du Monde. C'est juste. Ça va. Je change de dimension là. Oui. Il faut que je m'y fasse. Oui, nous aussi. Il faut aussi qu'on s'y fasse puisque Grenoblois de cœur toujours, ça reste. Oui, bien sûr. Puisque vous êtes là. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, on est en famille. Il y a certaines personnes de votre famille ici autour de cette. Ils font pas de l'aviron, si? Bon, ils en ont fait un petit peu. Ils font du sport. D'accord. Toucher à tout. Très bien. Il faut leur donner aussi quelques petits conseils parce que donc votre papa, vous, est-ce que la suite, il y en a bien un quand même qui va mordre à l'hameçon? Pour la suite, pas obligé. On ne force pas. Nous, on a hâte, évidemment. On espère quand même vous retrouver au JO de Melbourne en tant qu'entraîneur. Ça serait une grande fierté, bien sûr. Et puis, merci. Vraiment, ça nous fait un plaisir fou. On vous avait eu en duplex, je me souviens, depuis Tokyo. Et ça nous fait vraiment super plaisir. On peut la revoir, la médaille? C'est vraiment le plus beau des colliers, celui-ci. Franchement. Ouais. Et ouais. Merci beaucoup, Xavier. Allez, d'autres champions tout de suite. Ça, c'est un autre niveau, une autre dimension même. Je ne sais pas si ça vaut une médaille, ça. De toute façon, on ne va rien savoir. On ne va rien savoir sur vous. Mais moi, je trouve que ça, déjà, ça mérite... mais il y a même le réservoir. Ça s'ouvre? C'est une machine à café. Non, je ne vais pas la casser ici. D'autres se sont déjà chargés de casser des trophées ici sur ce plateau. Non, vraiment, vous d'ailleurs, téléspectateurs, certainement très, très nombreux accros à la petite brique. Depuis l'enfance ou même sur le tard. Pour certains, les Legos sont associés à nos plus beaux souvenirs en couleur. En couleur, il y a beaucoup de gris quand même. Vous êtes... oui, ici gris, là, et d'autres couleurs ici. Oui, quand même. Il est très naïf, ce petit Grenoble que nous avez fait. On dirait qu'il y a presque l'échafaudage en ce moment sur la Tour Perret. Presque. J'aurais pu le mettre. Qui a presque gagné du volume. Oui, vous, c'est votre cas. Les Legos, c'est une histoire d'enfance ou c'est finalement l'histoire toute votre vie? Depuis tout petit, 4 ans pour moi, depuis j'ai 4 ans. C'est à peu près pareil, vers 2000, donc je suis de 98, vers 2003 je pense, je dois avoir eu ma première boîte. Donc, et depuis, moi j'ai pas décroché. Toi, tu as décroché un petit peu quand même? Moi j'ai fait une pause à l'âge de mes 15 ans, jusqu'à mes 25 ans à peu près. Donc j'ai fait à peu près 10 ans de pause. C'est ce qu'on appelle le Dark Age, le monde du Lego, l'âge sombre. C'était presque une retraite là. C'était une petite pause, voilà. Maintenant j'ai repris. Bon, Aurélien Varichon et Alexis Rollin, vous êtes tous les deux grenoblois et la France entière va vous découvrir à travers le petit écran car vous allez faire beaucoup d'envieux ici tout autour de ce plateau. Vous avez participé à Lego Master, l'émission déjà culte sur M6. Plus, méga plus de choses à vous montrer. Pour la première fois dans l'histoire du concours, nous affronterons l'eau.
Vous avez mis la barre très haut. Et le phare. 90 km/h. Stress maximal. Et nous aurons aussi plus de destruction spectaculaire. Et c'est une histoire de dingue. Comment se fait-ce de participer à cette émission déjà culte pour beaucoup? Déjà, avant l'émission, il y a les castings en fait, à passer. Donc on a eu l'idée avec Alexis, on s'entend bien, et on s'est dit si on participait à Lego Master, donc du coup la première étape c'est simple, on remplit un formulaire, on envoie quelques photos de nos créations, et après on est rappelé pour qu'on envoie une vidéo de nous deux, et après on a été rappelé pour monter à Paris pendant une journée où on a fait un peu une épreuve dans les mêmes conditions que Lego Master, mais en beaucoup plus petit, beaucoup plus simple, pour voir un peu ce qu'on valait, etc. Face aux Dans caméras, les conditions. un peu les conditions, voilà. Et puis après, on a été encore rappelé pour nous dire c'est bon, vous venez à Paris pour tourner l'émission. Puis après, voilà, tout s'enchaîne. Ça, c'était le meilleur appel. C'était le meilleur appel. Je me rappelle encore, j'étais au boulot à ce moment-là. C'était en fin de journée, c'était une sale journée. Et 19h, qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci? Et là, vous êtes prêts, Lego Master? Yes! Bon, il n'y avait personne dans l'open space, mais j'étais très content. Ah non, mais ça, c'est fou. Ça vous fait pas un petit peu stresser quand même? Parce que c'est des épreuves de très, très haut niveau. Ça, c'est de très, très haut niveau. C'est une création maison, j'imagine. Là, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de... Regardez, enfin, je trouve ça quand même assez fou. Je vais le passer, on dirait vraiment un vrai. Et, ouais, complètement. Mais vraiment, on a quand même un petit coup de pression. C'est un mélange de stress et d'excitation, mais l'excitation prend le dessus. Allez, on va rappeler le principe de l'émission. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, une émission, c'est une compétition télévisée même, où des binômes de candidats comme vous s'affrontent lors de défis de construction en briques Lego sur des thèmes variés. Alors, chaque semaine, il y a un jury d'experts, hein, c'est ça? C'est toujours le principe? Il y a du jury. Voilà, puisque c'est tous les lundis du mois de juillet, il y a un jury d'experts qui s'appelle des Brick Masters, qui évalue les créations, qui élimine la moins performante, et jusqu'à la grande finale où le duo gagnant remporte le titre de Lego Master. C'est vous ou c'est pas vous alors? On ne dira rien, on vous laissera regarder. Bon, ça, ce sont des éditions précédentes qu'on voit ici. Les épreuves, c'est un Crazy Park, donc une création comme ici, un parc d'attractions avec une attraction motorisée. Le méga pont, un pont de 2 mètres capable de supporter un maximum de poids. Je ne sais pas si elles changent aussi, si c'est les mêmes épreuves ici aussi. Chaque année, ouais. Donc ça y est pas cette année. Vous avez une méga tour, je crois. Nous, cette année, c'est la tour la plus haute. La méga tour, après la super ville, après le méga Big Bang. Donc tout est méga, de toute façon. Oui, c'est une dimension spectaculaire nécessaire. Avec des millions de briques, il y a du potentiel. Il faut savoir que c'est à la fois une émission, un concours de briques, mais aussi un divertissement. Donc il faut qu'il y ait la partie télé qui en jette un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est tout méga, c'est tout super, tout est à fond. C'est ça, mais c'est même la tendance des émissions, souvent, de ce type d'émission. Même Le Meilleur Pâtissier, que j'aime beaucoup, c'est d'abord une émission de télé, plus qu'une émission vraiment de pâtisserie, où on doit avoir soit la tchatch, soit une aventure assez incroyable. Vous avez senti que vous étiez des candidats hors normes, ou comment vous les avez séduits? Par quoi? Grenoblois, on est évidemment hors normes, c'est déjà un premier gros point. Merci. Mais non, on avait un profil qui était pas mal, on avait l'aspect randonnée, on était potes, donc il y avait une complicité, une alchimie, et c'est ça qu'on a pu présenter au casting et qui a bien plu à la prod. Tiens donc, alors ça, la prod qui adore les clichés, dont vous faites partie, regardez, les ingénieurs randonneurs. On peut pas faire plus cliché, un Grenoblois, voilà. Un Grenoblois est un geek, c'est un ingénieur, il fait de la rando entre midi et 2, entre 2 recherches. Oui, c'est ça en fait, vous avez joué le cliché jusqu'au bout. À fond la carte, randonneur, ingénieur... pour un peu se démarquer des autres. En fait, le but, c'est d'aller à l'émission, mais il faut quand même avoir quelque chose en plus que de faire que des Lego. Quelque chose, ça peut être les meilleurs amis, après le père et la fille. Enfin, faut qu'on ait un tous les personnage binômes, à il faut qu'il y ait apporter. quelque chose. Voilà. C'est ça, on avait connu les amoureux voyageurs avec Pékin Express et Salim et Linda. Les divorcés cette année aussi. Ah oui, alors ça, c'est pas le cas des amoureux voyageurs, mais c'est vrai qu'il y a C'est un peu vache. une équipe de divorcés. Ouais, Oui, c'est voilà, ça, cette année. Voilà. Comme quoi, ça peut très bien se passer aussi, un divorce. C'est parce qu'on vous souhaite, bien sûr, puisque l'amitié, elle est pour la vie. Alors, vous, Aurélien, vous êtes aussi architecte urbaniste, vous ne le saviez pas, puisque vous avez créé Brickyland, c'est ça? Ah oui, donc j'ai créé un parc d'attraction, en fait. Ouais. C'est un peu ce que je mets en exposition quand j'expose.
Donc, du coup, c'est tout un parc que j'agrandis chaque année, chaque fois, au fur et à mesure. Donc ça prend de plus en plus de place. Alors, c'est ça que vous leur avez envoyé à Lego Master? J'ai envoyé notamment ça. Après, j'avais envoyé d'autres photos que j'avais, d'autres créations. Donc, D'accord, parce que là, on est dans le gigantesque, on est dans l'ingéniosité, il y a des mécaniques. Tout ça, c'est vous, hein. C'est vous qui avez petit à petit acquis les petites briques pour faire un petit pont, un petit truc. Donc, j'imagine que déjà en création, en concept, ça prend un temps fou. Après, ouais, Lego, c'est une passion pour moi. Donc, en fait, c'est peut être souvent c'est tous les jours. Enfin, le soir, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ou après, ça peut être le week-end. Enfin, quand j'ai un petit temps libre, on va dire. Donc, c'est assez prenant, ouais, maintenant, on va dire. C'est une grande passion, en fait. Vous êtes ingénieur en quoi? Plutôt informatique et électrique. Voilà. D'accord. Pas nécessairement en mécanique. Non, mécanique, pas du tout, non. D'accord. Ah oui, parce que alors ça va quand même chercher très très loin. Il y a des petits moteurs et ça s'agrandit à chaque fois. Quelle dimension il fait ce parc d'attractions que vous avez créé? Là, actuellement, il fait 2,75 m en longueur et 75 en largeur. 2,75 m, Ouais. mais c'est immense. Et petit à petit, alors je ne sais pas si Oui, c'est oui. chez vous. Chez moi, il est en carton maintenant. Mais après, en exposition, comme il y a plus de place dans les grandes salles, il n'y a que là que je le mets entièrement, en fait. Mais c'est phénoménal ça. Donc ça s'imagine, vous dites tiens, je vais ajouter ça. Puis quand on en crée un, on peut en créer d'autres. Finalement, on C'est commence ça, à oui. voir le truc. C'est l'avantage de Lego, c'est que l'univers est très très grand, en fait. On peut tout faire. Donc, ça n'arrête jamais, en fait. À part la place. C'est une passion, une addiction, on sait pas trop, la limite est assez fine. Mais là, il y a des petits moteurs là-dedans. Tout ne fonctionne pas en action. Lego font des moteurs, donc après... D'accord, oui, parce qu'il y en a aussi, par exemple, il y a des chouettes de Harry Potter qui, elles, fonctionnent uniquement sans la moindre Oui, donc on peut tourner pièce. à la main ou après Voilà, mettre un moteur. fonctionner à la main. Oh, c'est comment hyper on veut. impressionnant, ce truc est incroyable. Et vous, Alexis, vous êtes plus dans des créations, ce qu'on appelle des créations un peu geek, avec un univers un peu fantasy, avec des personnages fantastiques. Ouais, moi ce que j'aime bien justement, Aurélien, ça fait longtemps qu'il a son parc d'attractions et qu'il l'agrandit. Moi je suis un petit peu une girouette, j'aime bien changer mes thèmes et donc me laisser guider par mes envies du moment. Donc par exemple, il y avait Maria Carey, il y avait un Quetzalcoatl, donc ça c'est dans la mythologie aztèque. Ouais, c'est super dur à prononcer Oui, et en aussi général dur à- les enfants ont beaucoup de mal à lire le petit panneau avec écrit Quetzalcoatl. Voilà. Mais ça vaut beaucoup de points au Scrabble, donc vous pouvez retenir le mot. La mouche, c'est plus facile La mouche, à dire. à dire, oui. À faire, elle est un peu complexe aussi, mais ça dépend vraiment de mes envies, en fait. Je pars d'une pièce qui m'inspire un peu, d'un truc que j'ai vu dans la rue, de n'importe quoi, et je déroule. Et jamais on vous appelle pour dire mais moi je veux faire ce truc-là. Vous pouvez aussi faire Du sur-mesure. Oui, du mode, en tout cas vendre à Lego un concept. Est-ce que c'est l'idée, votre but ultime? Je pourrais, le but ultime, non, parce qu'il n'y a pas de finalité, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on fait de manière désintéressée, mais ouais, je pourrais tout à fait, par contre. Ça et par contre vous les créations gigantesques, c'est plus le truc Non, ouais, effectivement. d'Aurélien, faut être complémentaire. Bah, j'aime bien avoir un espace de vie chez moi. Donc, non, mais oui, je suis pas dans le gigantisme. Justement, j'aime bien le travail de détail et me casser la tête sur des trucs à toute petite échelle aussi. D'accord. Alors, on connaît l'association Grenobrix ici à Grenoble. Est-ce qu'il faut nécessairement adhérer à une asso pour pouvoir créer des synergies entre candidats, entre passionnés et puis pouvoir Non, mais réaliser une après- expérience comme la vôtre? Non, mais c'est mieux quand même, parce qu'on va dire, le but des assos, c'est de se retrouver entre fans, en fait, passionnés. Donc c'est là qu'on s'échange un peu les conseils, c'est là qu'on voit les créations des autres. Enfin, c'est comme ça qu'on peut se motiver aussi à faire des créations pour montrer à tout le monde, en fait. Donc je pense que c'est important d'être dans une asso, quoi. Oui, alors c'est quoi le petit... Alors j'ai- ça, en il faut le fait, voir c'est en 3D. c'est une boîte Lego qui est offerte à tous les candidats qui font Lego Master. Ah, Lego Master, bah Voilà, oui, donc c'est, LM. Et oui, c'est aussi les initiales de notre réalisatrice, donc je croyais que vous lui Ah aviez ouais. dédié Ah. une petite création. Ça lui ressemblait pas trop, elle qui est plutôt très haute en couleur, bien sûr. Mais d'accord, donc ça c'est un trophée. Alors on peut le mettre à côté de la Oui, médaille. pour tous les Ça, participants, ouais. et puis cette petite ville de Grenoble aussi, qui a un petit côté très calme, très doux aussi. J'espère que vous parlez beaucoup de Grenoble dans cette émission, parce qu'on ne peut pas savoir comment ça s'est déroulé, mais au moins vous avez porté votre ville, une belle image de votre ville Tout à pour fait. toute la France. Bah, une belle image, je sais pas, on verra, mais en tout cas, on a porté fièrement les couleurs de Grenoble. Bon, les coulisses étaient sympas, les candidats aussi, Éric Antoine aussi. Éric Eric Très Antoine, sympa, très ouais. sympa, ouais.
Vraiment très très humain et tout. Enfin, on pourrait croire qu'il peut prendre la grosse tête ou un peu foufou, mais en fait même pas. Il est vraiment. Ah, il est foufou à Oui, un l'antenne. peu foufou, ouais, à l'antenne, mais après hors caméra, elle est vraiment très très calme. Un vrai pro, parce que sur le plateau, quand il est là, tout le monde l'écoute. Hein. C'est Ah ouais, un vous peu avez le vu, patron. hein, Quoi. c'est un peu de la télé, c'est partout pareil. Hein. Oui, oui. On est fou à l'antenne, mais vous avez vu. Non, en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir découvert. Bah, on a hâte. On n'aura strictement rien appris. Il y a un écran d'ordi c'est un ici petit- aussi. Allez-y, levez-le un petit peu plus près. Voilà. Ah ouais, donc ça, c'est un ordi en relief. C'est un vieux, ça. C'est Un vieil vieux ordi. PC des années 90. Donc c'est... Mais geek jusqu'au bout, du coup. Ouais, ça s'adresse à des spectateurs un peu plus vieux, mais... Oui. Il n'y a personne n'a connu. Vintage, tout à fait. Ça, vintage, Xavier. Personne n'a connu ici sur ce plateau les écrans en 3D comme ça ici. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bonne chance, non, puisque les tournages sont terminés. On va voir les diffusions. Donc, on a compris que ce sont tous les lundis pendant le mois de juillet, tout l'été. En fait. C'est ça. Donc, on est sûr qu'on va vous retrouver tout l'été. On va être très supporters. Vous reviendrez? Avec grand Pour plaisir. après, comme Faire ça, un une fois débrief. qu'on aura le vecteur, je vais y arriver, le verdict, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est peut-être la chaleur et qui fait qu'on ne retrouve pas nos mots, mais bien sûr, grâce à notre coach sportif, on va retrouver le bien-être tout de suite. On n'est pas aussi, on est un peu moins mat que d'habitude. Le front brille, bien sûr. Vous l'avez compris, cet été fait décidément grimper le thermomètre. C'est le cas aussi. Ça a été le cas de l'été austral. Il y a des jours terribles. Hein. J'ai fait la première fois sur le thermomètre de la voiture, j'ai quand même vu afficher 56 un jour. Ah bon? Bon, il faisait pas 56 dehors, mais, Oui, mais... il y avait 56 sur le compteur. Ça peut monter très haut. Bon. Heureusement, on en est encore assez loin, sauf que vous pouvez plonger dans l'eau, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on croise encore beaucoup de joggers dans les rues de la ville? On en croise un petit peu, Lucille, mais on les croise plus aux mêmes horaires, en fait. C'est ça le truc. Donc c'est soit très tôt le matin. Exactement. Alors, même pas le soir, parce que le soir, en fait, le problème en ce moment, c'est qu'il fait quand même encore très chaud. Mais on les croise plutôt le matin. Alors, moi, je les vois, Ouais. ces joggers, quand même, dans l'après-midi. Ça veut dire que si on est entraîné, si on sait faire, si on est suivi, pourquoi pas? Pour le reste, les joggers du dimanche, en quoi est-ce que c'est mauvais, en fait, de courir? C'est compliqué dans le sens où, déjà, il faut bien connaître son corps. Ça fatigue, comme notre public aussi, peut-être, oui. Mais oui, Ouais, voilà, il faut bien connaître son corps. Si on a des pathologies, il faut surtout éviter, du coup, de faire du sport en pleine chaleur comme ça. Par contre, les gens qui ont l'habitude, qui ont une bonne santé, bien sûr, ils peuvent, sous condition de bien s'hydrater. Et s'il y a des petites sensations de vertige, de nausée, ou voire plus, tout de suite s'arrêter et consulter, parce que c'est pas normal du tout à ce moment-là. Donc pas longtemps, en fait. Pas longtemps, on peut, ouais. mais... On réduit un petit peu aussi, effectivement, la durée de l'effort, ouais, tout à fait. D'accord, donc bien s'hydrater. On attend l'automne aussi avec impatience quand on est un jogger averti, bien sûr. Et ce qui est dommage, puisque beaucoup s'y mettent en été, ne serait-ce que pour évacuer la pression de l'année quand ils sont en vacances, et puis peut-être s'y remettre. C'est souvent le cas. Vous qui êtes, vous êtes coach sportif à Gymnesia. Tout à fait. Est-ce que beaucoup viennent Ouais, vous voir on à ce a moment-là? pas mal de monde qui vient en salle. L'objectif, c'est un petit peu effectivement décompresser pendant les vacances, et puis surtout aussi préparer un petit peu les vacances au niveau de la silhouette du corps. Après, il y a des alternatives en ce moment pour pouvoir faire du sport malgré, comme on disait, la canicule. Donc c'est climatisé dans vos salles de sport? Ouais, alors l'avantage, si on peut se tourner vers des sports qui sont en intérieur climatisé, effectivement les salles de sport, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est top. Après, vous avez d'autres choses. Par exemple, vous avez du paddle du coup en salle qui est top aussi, climatisé. Les petits soccer five, les choses comme ça aussi c'est top. Enfin, tout ce qui est climatisé à l'intérieur, c'est super en ce moment. D'accord, la piscine. Ouais, la aussi. Royal, super, la piscine. Piscine, lac. On a la chance d'avoir des super spots sur l'agglomération. Donc, pas hésiter à aller en piscine ou au lac, complètement. Complètement, ouais. Parce que le souci aussi, lorsqu'on veut faire du sport en plein air, il est aussi au niveau de la concentration des polluants. Ouais. Et pour le reste, alors les applis, les fameuses applis, il faut toujours se méfier puisqu'on voit énormément de choses. Les jeunes, il y en a certains ici sur ce plateau, ils vont sur les réseaux sociaux et il y en a de plus en plus des tendances qui sont, mais d'ailleurs je trouve dramatiques pour l'image
des jeunes de leur corps. Bien sûr. Puisqu'on me montrait aussi, personne ne va en revenir après cet effort, tu vas être admiré, tu vas être... Enfin, la beauté, l'importance d'une personne ne dépend pas de la finesse de son corps. Ça peut être un danger parce que, alors pas tout le monde, il y a du super contenu, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas diplômés, qui ne sont pas coachs sportifs et qui vont proposer des entraînements qui ne sont pas du tout adaptés, voire même dangereux. Donc avant de faire les entraînements et de suivre du coup les recommandations de ces personnes, il faut déjà s'assurer que la personne soit professionnelle, diplômée. Ça, c'est très important. Il y en a. Il y en a, oui, complètement. Donc, comme je disais, il y a du super contenu. Il y a des gens très professionnels qui publient des choses sur les réseaux, sur Internet. Mais il y a aussi tout l'inverse. Et donc, il faut faire très attention. Donc, il faut se renseigner aussi avant. Il y a souvent maintenant des challenges, enfin des choses absolument hallucinantes. Xavier, en tant qu'athlète de haut niveau, toujours, puisque un coach reste un athlète de haut niveau, je ne sais pas quel regard vous portez sur ces tendances aussi, où on associe aussi le sport à l'image plutôt qu'au bien-être, de plus en plus, et notamment chez des publics de plus en plus jeunes. Oui, c'est de plus en plus important. Il y a de moins en moins de vie privée, on va dire. On est très très vite découvert et c'est un sujet qui est de plus important pour nous sur le haut niveau, parce que dès qu'il y a un petit scoop, on sait que dans les minutes qui vont suivre, ça peut être diffusé de partout sur la planète. Donc, il faut être très très vigilant. Et puis bien sûr, en revenir, moi, je ne suis pas coach sportif, mais on est très sensible à l'influence de la température extérieure. Ça a un impact énorme sur la température corporelle et il faut vraiment faire très attention. D'accord, ça c'est des choses, même à votre niveau, vous surveillez ça comme le lait sur le feu. Oui, bien sûr. Juste comme ça, mais on mesure la température corporelle à l'effort. Le corps est à 37 degrés normalement. Au bout de 20 minutes, il peut monter à 38 sur un effort moyen. Mais s'il fait chaud dehors, ça peut monter à 39, ça peut monter à 40, ça peut passer les 40. Et donc, on arrive à des températures qui deviennent très dangereuses. La tension monte aussi à l'effort naturellement. Et la fréquence cardiaque aussi. Et la fréquence cardiaque, bien sûr. On tape plus fort, logiquement, quand on transpire beaucoup et lorsqu'il fait trop chaud. Disons que le cœur va s'accélérer pour renvoyer du sang vers la peau, essayer de rafraîchir le corps. C'est pour ça qu'un effort qui est plutôt, on va dire, facile pour une personne, en tant que canicule, il peut devenir très compliqué et le cœur peut battre beaucoup plus rapidement. C'est vraiment ça le danger. On se dit, j'ai l'habitude de faire ce type d'effort. Habituellement, ça passe plutôt bien. Mais en tant que canicule, il peut très vite devenir très difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Donc soit on attend, on patiente, on fait des petites choses chez soi qui ne sont pas dangereuses juste pour bouger, soit on va dans sa salle de sport avec son coach sportif bien aimé, soit on va prendre soi-même les bonnes... on s'en renseigne en tout cas avant d'aller... Ou je dirais même, Lucille, on peut même s'orienter sur d'autres sports. Si on a l'habitude de faire par exemple du running et que là il fait trop chaud, pourquoi pas se tourner vers le yoga, le pilate, des choses un petit peu plus doux sur cette période-là un peu chaude. Et puis dès que les températures reviennent à la normale, on repart après sur notre activité. Ça entretient quand même la condition physique. Complètement. Très bien, merci beaucoup, coach. Donc, avec plaisir. Le coach sportif de Télé Grenoble. Merci beaucoup Xavier Dorfman, encore nous avoir apporté cette belle médaille, de nous avoir rappelé bien des souvenirs et surtout de nous encourager à vous applaudir encore pendant de longues années. Merci encore. Et puis vous, on ne peut rien vous dire parce qu'on ne sait pas si vous êtes encore là à la télé dans 10 jours, 15 jours, 3 semaines, mais on était vraiment ravis. On vous attend avec impatience pour la suite de l'histoire. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci encore à vous tous. Très bel été, bien sûr. Et à très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.